catches, puts up a three. Won't go. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'After Hoopcast, votre rendez-vous supplémentaire du dimanche. Georges Eddy à ma gauche, bonjour. Bonjour Alain. Et Jérémy Le Besseron à ma droite. Bonjour Alain, bonjour Georges. Messieurs, Russell Westbrook est dans une série folle, mais ça n'est pas du jamais vu, loin de là. Et pour cet After, nous avons décidé de retourner en 1989. On aurait dû mettre des perruques ou des fringues un peu années 80. Surtout pas. Non, c'est vrai que c'était pas la meilleure période de la mode. Direction Chicago, Doug Collins, le coach de l'époque, décide de faire jouer Jordan, meneur de jeu, résultat incroyable, 7 triples-doubles de suite, 10 triples-doubles en 11 matchs, dont un en 21 minutes. S'il vous plaît, des sorties à 47, 40 et 37 points. À l'époque, sur ces rencontres, on va voir les stats de Jordan sur ces 24 matchs au poste de meneur de jeu, messieurs. C'est pas désagréable. 30 points, 9 rebonds, 10 passes et 2 interceptions et demie quasiment par rencontre. Et il fait au total 15 triples-doubles sur cette saison. C'est ça. Et Georges, c'est pas te faire insulte de dire que tu t'en rappelles un peu mieux que nous. À l'époque, vous avez commencé sur Canal à diffuser le basket, ça passe. C'est quoi l'ambiance? Comment elle est perçue cette série incroyable de Michael Jordan? Bah déjà, Jordan était, dès le début de sa carrière, meilleur marqueur de la NBA, avec son jeu percutant vers le cercle, pas de shoot à mi-distance, un jeu très stéréotypé de joueur athlétique. Il n'avait pas autant de bons joueurs autour de lui, parce que là, on parle de la période avant de battre les Pistons, avant de gagner des titres. Donc, c'était vraiment des stats individuels de Jordan qui impressionnaient. Mais vers 88, 9 et 10, on commence à apercevoir ce que ça pourrait être le jour où Jordan gagne un titre. Et donc ça, c'est avec cette polyvalence et cette envie de faire briller les autres avant de prendre les choses en main lui-même dans le money time. Au début de sa carrière, comme Russell Westbrook, il était au taquet de la première minute jusqu'à la dernière. C'est ça, donc là on était dans un esprit, je prends les choses en main, personne ne m'aide quoi. Je pense que c'était aussi le seul moyen à l'époque. Au début où Jordan commence sa carrière, il fait absolument pas. Certes, il n'est pas entouré, mais en plus, il ne fait pas confiance naturellement à ses coéquipiers. Et je pense que ça l'a énormément aussi aidé. Il les a même pris de haut. Il les a pris de haut, ses coéquipiers. Et ça, ça l'a aidé à accepter le fait de devoir jouer en équipe et aussi de comprendre que s'il voulait gagner à terme, ça passerait aussi par ses coéquipiers. Qu'il fallait accepter de lâcher la gonfle et qu'il fallait les servir dans de bonnes conditions et partager un peu le ballon. Et c'est cette période-là, je pense que ça a été en effet le début d'une grosse transition pour lui, où enfin il a compris que certes c'était peut-être la star de l'équipe, mais ça n'empêchait pas de concevoir le fait qu'il y ait 4 autres joueurs avec lui. Et avoir Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright, plutôt que Orlando Woolridge et les autres joueurs qu'on a oubliés du début de la carrière de Jordan, ça change tout aussi. Après, c'est pour ça que je te demandais comment ça se passe à l'époque, Georges, parce qu'aujourd'hui, il ferait ça. Je pense que Twitter explose tous les matins, les sites NBA, etc. Ce serait du délire si on avait un joueur qui tournait un triple-double cette fois de suite. Justement, en France, Jordan était de plus en plus que nous, mais le jour où on a vraiment compris qu'il était arrivé à un certain standing un peu icône mondial, c'était à Géo-André, pas loin d'ici, quand 10 000 personnes se pointent, tandis que sa marque de chaussures prévoyait 1500 personnes. Et c'était un gros problème à gérer ce jour-là. C'était un peu après ça, non d'ailleurs? C'était en quelle année? Ça, c'était en 90. 90 Donc là, ce qu'on voit, à la limite aux États-Unis, on se rend compte du niveau historiquement exceptionnel de Jordan, mais moins sur le plan mondial. Alors la question, c'est aussi quand même de savoir pourquoi, parce qu'on voit ses stats exceptionnelles sur 24 matchs où il était meneur de jeu, on le rappelle. Doc Rivers, à l'époque, est joueur des Hawks et il déclare « ça n'est pas juste ». Voilà, c'est pas juste de faire jouer Michael Jordan au poste de meneur. Pourquoi, au final, ils n'ont pas laissé à ce poste? Georges. De toute manière, dans le système en triangle, il n'y a pas de meneur de jeu. Ça joue avec 2 arrières. Oui, mais là, le triangle n'était pas encore installé. Il était avec Doug Collins. C'était Doug Collins? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, oui, bah ça change un peu la donne. Tu sais, je ne vais pas répondre à ta question, mais tu sais pourquoi Doc Rivers dit que c'est pas juste? Parce qu'un joueur de la qualité de Michael Jordan, et c'est arrivé ensuite par la suite avec Kobe Bryant, avec plus ou moins de succès, mais avec d'autres joueurs comme ça qui, même si c'est des scoreurs, même si c'est des joueurs individualistes, ont quand même la capacité à voir le jeu tellement en avance et à lire le jeu, que dès que tu les mets meneurs, ils sont au-dessus de tout le monde. Et Jordan, à ce niveau-là, avec son concentré, cette combinaison de talent, de qualité athlétique, et en plus, c'est son sens naturel du jeu, ce sens inné qui peut difficilement s'apprendre là, il aurait pu... Enfin voilà, il dominait n'importe quel vis-à-vis, même Magic. Mais alors dans ce cas, voilà pourquoi, qu'on me dise pas la taille, Magic était plus grand, il était meneur, pourquoi lui il n'est pas resté meneur?
Moi, c'est ça que je trouve. Il était meneur, c'est ce que j'essaie d'expliquer plus tard quand Jackson installe le triangle. Ça va être un monstre à deux têtes avec soit Jordan, soit Pippen qui monte la balle. Et en plus, c'est intelligent parce que s'il y a de la pression sur la montée de balle, il passe à son coéquipier. Et après, le triangle s'enchaîne en 2-3 en fait. Mais pourquoi Doug Collins ne le laisse pas non plus totalement meneur sur le poste 1? Parce que là, on est encore une fois pas encore dans le triangle. Parce que malgré tout, ça impliquait aussi, certes, il lâchait la balle, il faisait des passes décisives, mais il monopolisait aussi beaucoup la gonfle. Et ça, c'est quelque chose que malgré tout, Michael Jordan a eu du mal à trouver comme équilibre. Certes, il a appris à faire confiance à ses coéquipiers, à lâcher un peu le ballon, mais avant de lâcher le ballon, il a longtemps porté la balle. Et c'était aussi compliqué pour instaurer du mouvement dans l'attaque des Bulls. Et là, quand il met 30 points avec ses 10 passes décisives environ, en fait, ça fait 8 points de moins que les toutes premières saisons parce qu'il tournait à 38. C'est vrai aussi. C'est ça. Donc, quelque part, il accepte aussi de tirer un peu moins et d'essayer de faire jouer les autres. Bon, après, alors, je suis de mauvaise foi, je ne vous ai pas donné tout de suite l'info, mais il n'aimait pas forcément être meneur aussi. Il l'avait déjà testé une fois, il n'avait pas aimé ça. Donc, il s'y était remis parce que Collins lui avait demandé à ce moment-là qu'il y avait un besoin. Oui, il n'y avait pas trop le choix. Voilà, il y avait un besoin. Juste quand même une dernière question. Est-ce que, on est dans l'hypothétique, il est déjà le meilleur joueur de l'histoire. Est-ce que, en restant au poste de meneur, s'il n'y avait pas forcément eu le système en triangle, il aurait pu être un Magic 2.0 déjà dans la foulée, être le meilleur meneur de l'histoire? Non, parce que c'était un joueur qui avait un âme de finisseur. Et Magic avait un âme de créateur. Donc je crois que c'est fondamentalement différent. Les gens vont, je vais me faire descendre, je vais sortir ça, je vais me faire descendre. Mais non, pour moi, l'occasion ratée du Magic 2.0, c'est plus Kobe que Michael. Parce que, on l'a vu lors de sa dernière vraie grosse saison, il y a Steve Nash qui rejoint les Lakers et Dwight Howard. Steve Nash n'y arrive pas, enfin il y a quelque chose qui ne se passe plus. Et du coup, Kobe Bryant passe meneur. C'est lui qui monte la gonfle, c'est lui qui annonce les systèmes. Même Steve Nash devient plus deuxième arrière. Et finalement, c'est ce qui permet aussi aux Lakers de revenir en playoff. S'il avait accepté plus facilement de moins tirer la couverture à lui, de distribuer le jeu autrement, Kobe l'a déjà fait, il a fait même une saison, je pense, où il avait enchaîné 3 ou 4 triples-doubles de suite, etc. Il aurait pu jouer ce rôle-là. Malgré tout, ça restait un scoreur qui aimait scorer. Mais c'est plus Kobe dans ce sens-là que Michael pour moi. Bon, en tout cas, ça pose un autre débat parce que là, Georges, tu me dis, il a une âme de finisseur, donc c'est pas un meneur. Du coup, ça pose la question de savoir ce qu'est vraiment Russell Westbrook qui est dans sa série actuelle. Mais c'est un autre débat. Mais là, le rôle de meneur a beaucoup évolué. Voilà, le jeu a évolué. Et maintenant, on a des point forward, même des point center. Russell Westbrook, c'est finalement plus que la déclinaison de ce qu'était Allen Iverson quand il est arrivé dans la ligue. Allen Iverson, c'était un deuxième arrière. Hein. Oui. Et qui s'est retrouvé finalement sur le poste. Arrière. À la fin, il s'est retrouvé sur le poste 1. Mais c'était un deuxième arrière. Et c'est ce qu'est Russell Westbrook aujourd'hui. C'est un arrière qui est repositionné à la main parce que ça n'a plus vraiment d'importance. N'importe qui peut monter la balle. C'est ça. Voilà. Tous les joueurs sont plus polyvalents. À Golden State, actuellement, le meneur de jeu, c'est Draymond Green, qui peut être aussi le pivot ou le post 4 en fonction des 5 proposés par Kerr. Eh ben, on en a des afters à faire sur l'évolution du basket et des postes. Vous voyez, vous avez un petit aperçu, mais ça va alimenter toute la saison. Voilà pour ce petit rappel, en tout cas, des perfs de Michael Jordan en 1989. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Jérémy. Et on se dit à jeudi pour une prochaine émission. Ciao, ciao.